Aussi longtemps que tu seras un pauvre, l'argent entre tes mains disparaîtra. Et aussi longtemps que tu deviendras riche, même si tu n'as pas encore l'argent entre les mains, les circonstances, le travail, les idées que tu portes finiront par mettre l'argent entre tes mains. Ce qui te rend riche n'est pas ce que tu fais. Ce qui te rend riche est ce que tu es. Ce que tu es attire ce que tu as besoin. Et ce que tu as ne définit pas forcément la personne que tu es. Donc il faut faire un travail très important. Et d'où l'importance de côtoyer un environnement. Bonjour, bonsoir chers internautes. J'espère que vous portez super bien. Et je profite de l'opportunité pour vous souhaiter à nouveau une très bonne et chaleureuse année 2023. Je vais parler d'une thématique qui n'est même pas une thématique en fait, qui est juste le constat que j'ai fait sur le marché camerounais particulièrement et certainement qui s'étend sur l'Afrique noire, sur le comportement d'un certain type d'entreprise qui a émergé pendant un certain temps et qui est en train de trouver un certain déclin, une certaine chute. Je ne veux pas parler de chute libre en fait, mais une chute colossale, une chute vraiment importante. Et toutes ces entreprises tournaient plus ou moins autour de ce qu'on peut appeler la levée des fonds, tournaient plus ou moins autour de ce qu'on peut appeler en fait, viens déposer ton argent et il va se multiplier par l'après. Les entreprises, toutes les entreprises dont je vais parler ici en fait, tournaient autour de ça. Il y a Mida, il y en a tellement, il y a d'autres entreprises qui étaient dans la levée des fonds totalement. Il y a tellement d'entreprises dont je vais citer les noms en fait. Nous avons constaté en fait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont commencé à mettre la pression sur le fait que l'entrepreneuriat était totalement tourné vers le financement. Beaucoup de jeunes ont commencé à mettre la pression sur le fait que si tu dois être riche, si tu veux être riche, tu dois absolument avoir rapidement, au moment de commencer une affaire en fait, beaucoup d'argent pour être certain de réussir dans ton activité. Et le déclin de ces entreprises, je vais déjà quand même décliner que moi je suis un entrepreneur et que je n'ai pas la joie de voir ces entreprises chuter. Je n'ai aucune joie que je partage par rapport à cela. Mais le constat est assez clair. Le constat est assez clair et il est très clair. Et le constat nous montre en fait que il y a des points sur lesquels on ne peut pas tergiverser si on doit réussir en entrepreneuriat. Peut-être d'autres personnes pourront avoir d'autres regards. Peut-être d'autres personnes pourront avoir d'autres constats. Mais les gars, c'est froid les gars. C'est froid. C'est dur, c'est froid. La majorité de ces entreprises ont chuté aujourd'hui. C'était des entreprises promoteuses. C'était des entreprises qui vendaient le rêve, qui disaient des choses en fait où quand tu entendais les montants, les chiffres élevés, tu étais dépassé. Ce sont des entreprises où des personnes étaient capables en une levée de fonds d'obtenir 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 15 milliards. Mais malheureusement, quelques temps après, vous entendez seulement en fait que le promoteur a fui. Quelques temps après, vous entendez seulement que tous les souscripteurs appellent le promoteur, il ne décoche plus. Quelques temps après, vous entendez seulement en fait que le promoteur a changé de visa, de passeport et qu'il n'est même plus de nationalité camerounaise. Quelques temps après, vous attendez seulement en fait que si tu tentes même de l'appeler, c'est lui-même qui te poursuit maintenant en justice pour harcèlement. Ça commence à prendre des tournures en fait. Et ces différentes tournures ont créé ce que je peux appeler un sentiment de déception dans l'esprit des Camerounais. Et surtout des personnes qui étaient orientées à la souscription. Beaucoup de Camerounais orientés à la souscription se sont dit, est-ce qu'il est encore même nécessaire d'entreprendre? Est-ce que ça vaut la peine d'entreprendre? Est-ce que c'est encore important d'entreprendre? Beaucoup d'entrepreneurs se sont dit cela. Surtout nos frères de la diaspora, qui étaient des personnes qui avaient des argents dans les comptes d'épargne et qui cherchaient seulement où investir. Beaucoup de ces personnes sont aujourd'hui dessus et beaucoup de ces personnes sont tellement déçues qu'elles ne veulent plus rien entendre en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Je voudrais quand même me lever en fait et dire à toutes ces personnes dessus que ne soyez pas déçus en fait. Parce que dans tous les cas, on ne peut pas apprécier le succès si on n'échoue pas. Donc le fait que vous avez échoué vous permettra de mieux apprécier les futurs succès. Mais le fait que vous avez échoué surtout vous donnera de comprendre ce qu'il faudra faire dorénavant pour réussir. Et en ce qui concerne ce que vous devez faire dorénavant pour réussir, j'ai énuméré quelques 9 à 10 points que j'ai constaté, que j'ai tiré comme conséquence de cette vague qui s'appelait les levées de fonds et de financement à hauteur des millions et des milliards de francs CFA. La première conséquence que j'ai tirée en fait, c'est celle-ci. L'argent n'est pas la racine de la richesse.
Ça, c'est la première conséquence, en fait. J'ai compris clairement que l'argent n'est pas la racine de la richesse. La racine de la richesse, ce n'est pas l'argent. C'est autre chose, mais pas l'argent. La deuxième chose que j'ai tirée comme enseignement et que je partage avec vous, j'ai compris qu'il n'y a pas d'ascenseur pour réussir. On ne prend pas l'ascenseur pour réussir. On se lève un matin, on obtient 1 milliard, on réussit d'un coup. En ce qui concerne le succès, ce sont des escaliers qu'on prend. Et lorsqu'on prend les escaliers, c'est une marche après une autre. Une marche après l'autre. On gravit étape par étape. La troisième chose que j'ai tirée comme enseignement, c'est que nous devons devenir avant d'obtenir. C'est très important de comprendre ça. Je vous dis sincèrement, la majorité des personnes qui ont coulé dans ces levées de fonds, c'était des personnes qui se trouvaient dans un temps record avec 20 milliards entre les mains, 15 milliards entre les mains, confondaient l'argent qui vient des souscripteurs à un bénéfice réalisé dans un marché. En fait, les gars se comportaient directement comme des milliardaires. Des gros véhicules, des grosses maisons, chercher 2 ou 3 maîtresses, acheter les immeubles, mettre à leur disposition, leur assurer que vous avez trouvé un sugar daddy qui est sûr. Les jeunes qui étaient devenus, un jeune venait de commencer l'entrepreneuriat, mais pouvait y allouer tout un immeuble comme son bureau personnel, équipé, mettre toutes les choses d'accord et tout et tout. Pourquoi? Parce que les gars croyaient en fait que la voie vient avant l'être. Non, c'est faux. En entrepreneuriat, on devient avant d'obtenir. On est d'abord riche de par la substance, de par le caractère, de par la culture de la richesse, de par la personne qu'on devient, par les évidences, avant d'obtenir maintenant par la suite. La quatrième chose que j'ai tirée et que je partage avec vous, c'est que tout succès exige un processus éprouvé et non un financement rapide. C'est très important de comprendre ça. Tout succès exige un processus éprouvé et non un financement instantané. Vous savez, même si je reconnais que ce n'est pas un modèle pour le développement du continent africain, mais il y a quand même quelque chose qui se passe à la banque qui montre quand même comment l'argent fonctionne. Il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas une existence en termes d'acquis dans le contexte camerounais de pouvoir obtenir un prêt bancaire. C'est presque impossible. En fait, la banque ne finance pas une idée d'affaires. La banque finance les acquis que tu as déjà. La banque finance l'expérience que tu as déjà. La banque finance pas le fait que tu crois que vraiment si on te donne 2 milliards maintenant, tu vas changer un secteur d'activité. La banque veut se rassurer qu'avant de te donner 2 milliards, 102 milliards, qu'est-ce que toi tu avais produit avant, sur laquelle on peut s'appuyer pour pouvoir te donner 2 milliards. Et vous comprenez, donc on a parfois essayé de dire oui vraiment la banque au Cameroun freine notre fonctionnement, la banque au Cameroun freine, ralentit l'économie, la banque et tout, mais je me rends compte qu'ils ont quand même raison. Pourquoi? Parce que c'est que les souscripteurs, c'est que les leveurs de fonds, parce qu'ils appellent les leveurs de fonds, c'est que les leveurs de fonds ont constaté, avec peut-être un peu de retard. C'est ce que les banquiers connaissaient depuis. Les banquiers connaissaient depuis que lorsque tu donnes l'argent à quelqu'un qui n'a pas l'expérience de l'argent, ça va disparaître en fait. Et les souscripteurs qui ont donné l'argent aux leveurs de fonds n'avaient pas compris le message là. Donc la banque veut se rassurer que est-ce que ce gars a déjà 3 ans, 5 ans d'expérience dans son activité, où il a les évidences dans son domaine et dont nous pouvons maintenant faire quoi? Booster ce qu'il est en train de faire. Donc la banque se positionne comme un effet levier qui vient amplifier le résultat que tu as obtenu sans elle, mais qui ne vient pas forcément démarrer avec toi, parce que tu n'as encore aucune évidence en fait. La 5e chose que j'ai tirée comme enseignement et que je partage avec vous, c'est qu'on ne peut pas être riche en brisant les principes. On ne peut pas être riche en brisant les principes. Ça rejoint encore le point sur le processus. On ne brise pas les principes. Je vous dis sincèrement, j'ai causé à la majorité des leveurs de fonds. Les rythmes de vie montraient clairement qu'ils ne comprenaient pas ceux dans quoi ils sont engagés. Ça montrait clairement. Parce qu'avant de connaître les leveurs de fonds, j'ai la grâce de côtoyer un peu beaucoup les promoteurs, que ce soit des banques, que ce soit des microfinances au Cameroun. Ils avaient parfois des chiffres d'affaires en termes d'épargne brute dans les établissements financiers. Les montées se chiffraient en des milliards, mais ils menaient personnellement une vie en fait de quelqu'un qui touche encore 500 000 francs le mois. Pourquoi? Parce qu'ils savaient en fait que les milliards qui sont dans le compte là, ce n'est pas les milliards, c'est l'argent que les gens ont déposé. Ça ne les appartient pas. Donc les gens pensaient qu'en brisant les principes, ils pouvaient évoluer. On ne brise pas le principe dans le succès. Autre élément qui a gagné mon attention en fait et que je partage avec vous,
Et qui est aussi un peu le comportement de la majorité de ces leveurs de fonds et de ces promoteurs d'entreprises au rêve américain. Et qui a fini par me pousser à me poser une question très importante. Et je vais partager cela avec vous. Je me suis dit en fait que la gestion de toute chute révèle nos profondes motivations d'entreprendre. C'est-à-dire la façon dont tu gères une chute en entrepreneuriat révèle tes motivations les plus profondes dans ta décision à pouvoir te lancer dans les affaires. La majorité des personnes qui ont chuté dans ce plan au Cameroun ont fui le Cameroun en fait. Ça révèle en fait les motivations profondes qui les animaient. En fait, ils cherchaient un raccourci d'avoir l'argent et non forcément une histoire à construire, à créer et à impacter une génération. Parce que les grands hommes d'affaires qui sont les hommes d'affaires dans le sang, moi-même y compris en fait, on chute tous les jours, on tombe tous les jours. Il y a beaucoup de projets qu'on avait déjà élu. Ça n'a pas marché comme on avait pensé. On a encaissé le coup. Mais on est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on respecte un certain processus. Je ne veux pas utiliser l'expression logique, mais qui se comprend. Et qui nous permet d'être plus consistant jour après jour. D'être plus consistant année après année. C'est très important de comprendre cela. Je vous dis, c'est très capital de comprendre cela. À chaque fois que tu chutes, la façon de gérer ta chute va révéler les profondes motivations qui t'avaient orienté dans ce que tu étais en train de faire. Le 7e point en fait, et là je parle plus aux personnes qui étaient comme des souscripteurs, des personnes qui ont déposé leur argent, des personnes qui ont mis des centaines de millions, de milliards dans des projets dont on leur disait que viens déposer ton argent, ça va marcher et tout et tout. C'est à vous que je m'adresse sur ce point précis en fait. S'il vous plaît, on ne confie pas son argent à quelqu'un pour devenir riche, c'est être capable de maîtriser le processus complet de ce business. C'est quelque chose que ça m'a un peu surpris de constater que les gens étaient capables de mettre 20 millions, 100 millions dans des projets, ils ne comprenaient pas comment ça va marcher. C'est assez surprenant en fait. On ne prend pas son argent et on dépose dans un business sans pouvoir maîtriser le processus de ce business. On ne le fait pas. À chaque fois qu'on entre dans le domaine de l'investissement, c'est qu'on connaît comment l'entreprise fonctionne. Et je veux révéler quelque chose d'important. J'ai vu beaucoup de, surtout les jeunes start-upers et autre chose là en fait, j'ai vu beaucoup de jeunes utiliser l'expression j'ai investi dans telle activité, j'ai investi. Et quand tu posais la question des montants qu'ils ont investis, c'était les 100 000, les 35 000, les 50 000, les 200 000, les 250 000. Et quelqu'un appelle ça qu'il investit. Parce que quand tu lui poses la question, il se classe lui comme un investisseur en fait. Dans ce que nous connaissons de façon basique, il y a 4 évolutions dans la création de richesses ou 4 évolutions dans la quête de l'argent. La première évolution, c'est d'évoluer en fait en tant que salarié. La deuxième, en fait, c'est d'évoluer en tant que travailleur autonome. La quatrième, c'est d'évoluer en tant que quelqu'un qui crée un système d'entreprise. La troisième, en tant que quelqu'un qui crée un système d'entreprise, qui bâtit un système d'entreprise, qui fonctionne et qui produit les résultats à l'instar de d'offres. La quatrième, en fait, c'est de devenir investisseur. Donc, s'il vous plaît, avant de devenir investisseur, c'est qu'on a traversé les 3 premières étapes. Donc, ce n'est pas un investisseur, n'est pas quelqu'un qui était ignorant de comment l'argent fonctionne, était ignorant de comment l'entreprise fonctionne et pense que par voie magique, le fait qu'il a déposé son argent sera suffisant pour lui permettre d'obtenir tout ce qu'il veut. Non, ce n'est pas comme ça, s'il vous plaît. Il y a une connaissance de la création de richesse. Il y a une connaissance de la lecture comptable de l'entreprise, de la lecture du bilan financier des entreprises, de la gestion des ressources humaines, de la connaissance de ce que je peux appeler la personnalité, le rêve et la vision du promoteur de l'entreprise. C'est sur la base de tous ces éléments qu'on prend la décision de mettre son argent quelque part. On se lève un matin, on dit que bon, je suis un investisseur à 250 000, je suis un investisseur à 150 000, à 35 000, à 50 000. S'il vous plaît, ne vous appelez plus investisseur. Dites en fait que vous cherchez dans la vie. Et quand vous êtes perdu, vous cherchez où en fait exprimer le fait d'être perdu. N'utilisez plus l'expression investisseur. Parce que quand vous utilisez l'expression là, on peut même croire que vous êtes les investisseurs en fait. Pourtant, vous êtes alarmé par la paresse. Vous êtes tellement animé par la paresse d'entreprendre. Vous êtes tellement paresseux de vous lever le matin, défendre vos entreprises que vous cherchez un endroit où vous devez déposer l'argent et exprimer votre paresse. Et à la fin du mois ou à la fin de chaque 3 mois, vous donne un certain intérêt.
c'est trop paresseux. Si tu veux te comporter, ça va déposer ton argent dans la banque en fait. Je pense qu'il y a un taux d'intérêt que la banque va te donner chaque fin de mois ou chaque fin d'année. Mais ne dis plus que tu es un investisseur à hauteur de 200 000, 400 000, 300 000 et 500 000. Autre élément très important que j'ai compris de cette situation en fait, c'est que beaucoup de nos frères de la diaspora ne connaissent rien sur les lois de l'argent. J'ai toujours l'habitude de dire en fait que quelqu'un ne peut pas quitter l'Afrique comme un lézard et pour aux États-Unis, en Europe, devient un caïman ou un crocodile. Non, on ne peut pas. Quand un Africain quitte l'Afrique comme un employé, c'est un employé qui est en Europe. Ce n'est pas que le fait qu'il est devenu, il est arrivé en Europe, il est devenu un entrepreneur. C'est un employé qui a grossi en Europe, c'est tout. Il n'y a pas, n'ayez pas l'impression en fait que quand quelqu'un est de la diaspora, il a une compréhension particulière de la donc la mec qui comprend la vie. Les autres ne comprennent pas la vie comme il comprend. Il ne comprend rien. C'est juste en fait qu'il cherchait l'emploi ici, qu'il a trouvé ailleurs, qu'il ne trouvait pas ici, qu'il a trouvé ailleurs, c'est tout. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs de la diaspora se sont laissés berner parce qu'ils ne connaissent rien dans les lois de l'argent et ils ne connaissent rien dans la création de richesses. Écoutez-moi s'il vous plaît, ce n'est pas parce que tu vis auprès d'un riche que tu connais comment faire pour être riche. Parce que beaucoup de gens croient que le fait qu'ils côtoient maintenant les blancs, ils savent comment faire pour avoir l'argent. Non, tu peux être un esclave auprès des blancs. Tu peux être un esclave auprès du multinational. Tu peux être un esclave dans un système qui produit des milliards chaque année. Mais tu es un esclave dans l'intérieur. Ça veut dire en fait que si on te donne la même entreprise, on te dit de produire le même milliard, tu ne pourras pas. Parce que tu ne comprends, tu ne connais rien dans cela en fait. Donc, d'où la nécessité davantage de se former quand on est de la diaspora. Et le dernier élément en fait, et je vais chuter par là, s'il vous plaît, l'entrepreneuriat n'est pas un effet de mode. L'entrepreneuriat n'est pas un effet de mode. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que bon, aujourd'hui, la nouvelle coiffure, c'est qu'on se rase nu, la tête nue, et on laisse les barbes. Maintenant, après 2 ans, la nouvelle coiffure, c'est qu'on rase tous les barbes et on laisse les cheveux. Après 3-4 ans, la nouvelle coiffure, c'est qu'on rase tous les cheveux et on enlève tous les barbes. Non, c'est un peu un effet de mode. L'entrepreneuriat n'obéit pas à un effet de mode. L'entrepreneuriat obéit aux lois et aux principes qui sont éternels et qui ne changent presque jamais en fait. S'obéit aux lois et aux principes. D'où l'importance pour moi de vous demander en ce début d'année de faire le choix le plus important, le plus décisif de votre vie, qui est celui de définir la vision de la personne que vous voulez être et de payer le prix de travail pour devenir cette nouvelle version de personne. Aussi longtemps que tu seras un pauvre, l'argent entre tes mains disparaîtra. Et aussi longtemps que tu deviendras riche, même si tu n'as pas encore l'argent entre les mains, les circonstances, le travail, les idées que tu portes finiront par mettre l'argent entre tes mains. C'est une question de la personne que tu es. Ce n'est pas une question de l'activité que tu fais. Ce qui te rend riche n'est pas ce que tu fais. Ce qui te rend riche est ce que tu es. Ce que tu es attire ce que tu as besoin. Et ce que tu as ne définit pas forcément la personne que tu es. Donc il faut faire un travail très important. Et d'où l'importance de côtoyer un environnement, de côtoyer des personnes, de lire des livres, de se bâtir, de se former. Si le monde du salariat nous a convaincus de faire 14 années, 21 années sur les bancs pour devenir, pour obtenir un bac, pour obtenir une licence et pour travailler pour avoir 400 000, combien d'années faudra-t-il pour travailler et devenir vous-même entrepreneur? Pour s'éduquer, pour devenir entrepreneur? Pourquoi vous êtes à l'aise de faire 27 ans sur les bancs? Pourquoi vous êtes à l'aise de faire 30 ans sur les bancs pour obtenir le doctorat, pour obtenir un PhD, pour obtenir un diplôme de master? Et vous, les mêmes personnes, vous n'êtes pas vous disponible de prendre 1 an, de prendre 2 ans, de prendre 3 ans pour se former auprès des entrepreneurs, pour se laisser initier par ceux qui ont le moule du succès en entrepreneuriat, afin de devenir des véritables hommes et des véritables femmes à succès dans le monde des affaires. Pourquoi donc vous pensez que aucune femme n'est née le même jour, même si elle a le sexe féminin et porte l'enfant? C'est impossible. Il faut attendre minimum 16 ans plus tard pour qu'elle puisse être capable de porter l'enfant dans son sein. Il y a un temps de préparation et un temps de manifestation. Le fait que tu as travaillé très dur et tu as eu un peu d'épargne ne veut pas dire que tu connais les lois de l'argent. Ça veut tout simplement dire que tu as travaillé très dur pour garder un peu de l'argent. Maintenant, si tu veux multiplier cet argent, tu dois changer de personne. Et l'école de création de richesse s'ouvre à vous. L'école de création de richesse, après plus de 15 ans d'expérience sur le terrain, a décidé de mettre les formations en ligne pour permettre au maximum de personnes possibles, où que ce soit que tu te trouves,
de pouvoir te former dans ta chambre, dans ton bureau, au travers d'un téléphone, d'un laptop, suivre une formation complète en entrepreneuriat avec la possibilité d'avoir le numéro des différents formateurs pour les poser les différentes questions. Si vous avez une difficulté pendant la formation, on répond à toutes vos préoccupations et un encadrement pour que vous deveniez des entrepreneurs à succès. On ne devient pas riche en suivant les charlatans. On ne devient pas riche en suivant les vendeurs, pas des rêves, parce que le rêve peut s'accomplir, mais les vendeurs d'illusions. De que dépose ton argent et je vais te rendre riche. On devient riche en devenant une personne riche. Faites-nous confiance et nous ferons de vous cette personne. On est ensemble.